Connaissez-vous le projet Shift, le sur-mesure accessible à tous dans l'offre de formation universitaire? C'est encore un peu obscur car je ne vous dis pas tout. Nous recevons aujourd'hui le professeur Henri Benoît, président de la FIED et porteur du projet de licence flexible Shift national, porté par de nombreux établissements d'enseignement supérieur pour découvrir un nouveau modèle de formation en licence, à distance ou mixte, modulaire, flexible, accessible à tous, personnalisé et coopératif. Restez avec nous. Bienvenue dans ces causeries de la pédagogie. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ces causeries de l'enseignement à distance avec le professeur Henri Benoît, qui est président de la FIED, la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, et porteur du projet de licence flexible Shift national. Bonjour Henri Benoît. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce projet innovant. Vous portez ce projet déjà depuis plusieurs années. Alors, est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter ? Oui, donc je suis Henri Benoît, je suis professeur de physiologie à l'université de Grenoble-Alpes et je suis actuellement président de la Fédération interue de l'enseignement à distance. Et dans une autre vie, j'ai été directeur de l'UFR STAPS à Grenoble. Et pendant une période, j'ai été vice-président des systèmes d'information à l'université Grenoble-Alpes. Merci. Alors nous allons, Henri Benoît, essayer de comprendre ce projet. Donc c'est un projet de licence flexible, vous allez nous en parler. Comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que le projet Shift, ses objectifs et ses acteurs ? Alors, le projet Shift, c'est une licence qui a été mise en place il y a quelques années et qui a été financée par un fonds de transformation de l'action publique et qui regroupe une vingtaine d'établissements, une vingtaine d'universités. Donc, l'objectif de ce projet Shift est de proposer un cursus de licence dont les ressources ont été mutualisées sur les 20 établissements. Donc, c'est une formation qui est accessible à tous, donc qui est particulièrement adaptée au public empêché. Donc, on a beaucoup de sportifs et des artistes de haut niveau. On a beaucoup d'étudiants inscrits dans les campus connectés. Et c'est particulièrement adapté aussi à la formation tout au long de la vie. Donc, on est en train de réfléchir pour essayer de voir si ce type de dispositif était utilisable pour les publics incarcérés. Donc, c'est une formation qui est modulaire. Les étudiants vont capitaliser des blocs de compétences, un peu à l'image de Pulse que vous pouvez voir sur la droite. Donc sur la droite, donc c'est un parcours qui sera complètement personnalisé, ainsi que les examens. Les examens, l'idée c'est de proposer des examens à la carte. Donc c'est une licence flexible. Donc vous voyez sur l'image de droite sur le Pulse que j'ai représenté les 180 ECTS et volontairement je n'ai pas associé ni de semestre ni d'année. C'est-à-dire que les étudiants vont choisir un peu des pièces du Pulse pour construire leur parcours pédagogique en fonction de leurs contraintes. Donc, c'est une licence flexible. C'est-à-dire un étudiant qui est brillant peut réaliser sa licence, valider les 180 CTS en 2 ans, ou au contraire, si l'étudiant est contraint, il va réaliser sa licence en 2, 3, 4 ans, 5 ans, en fonction de ses contraintes. Donc là, c'est vraiment une nouveauté dans le paysage universitaire, pour le coup, de pouvoir suivre une formation à son rythme, à la carte, pour accéder par capitalisation de CTS à un moment donné à un grade universitaire. Alors, on va revenir sur les principes, on va continuer sur les principes de cette licence, rentrer un petit peu plus en profondeur dans les principes de ce projet Shift, qui est vraiment un projet d'innovation qui d'ailleurs a reçu le soutien, je crois, d'un AMI. Il y a eu un financement national pour ce projet. Tout à fait. Pour la preuve de concept, on a pu la réaliser à l'université Grenoble-Alpes grâce à un financement d'un ami financé par la MIPNES à l'époque. Donc le principe de Shift est relativement simple, c'est transformer en numérique uniquement les activités pédagogiques de faible niveau cognitif. Donc j'ai représenté la taxonomie de Bloom sur la droite. On transforme en numérique uniquement les cours où les étudiants viennent récupérer l'information. Donc autrement dit, ce sont essentiellement les cours magistraux.
Mais l'idée, c'est d'utiliser ces moyens économisés pour créer des cours à haute intensité pédagogique, à haut niveau cognitif. L'idée, c'est de favoriser le learning by doing et le tutorat. Donc on a là des ressources, donc, comme vous le précisez, à haute intensité pédagogique, des ressources numériques qui sont mutualisées. Comment sont produites ces ressources numériques? Ouais, alors on est parti du constat suivant, c'est qu'actuellement, chaque cours numérique est créé par un enseignant, donc qui est propriétaire de son cours, et on s'aperçoit que le taux de réutilisation de ces cours est très faible. Donc on a essayé de mettre en place un dispositif qui nous permette de pérenniser ces ressources et de mutualiser ces ressources. Donc on a mis en place ce qu'on a appelé les conférences de consensus. Ça permet à un groupe d'enseignants de coproduire et de mutualiser des ressources pédagogiques avec une signature collective. Donc, ce dispositif est garant, d'une part, de la qualité de la ressource, parce qu'il y a des sociétés savantes qui participent à ces conférences de consensus, mais un certain nombre de collègues qui sont spécialistes du domaine. Et puis, c'est garant aussi de la réappropriation par la communauté. Le fait d'avoir co-signé ces ressources, on sait que le taux de réutilisation de ces ressources sera beaucoup plus important. Un point important dans ces conférences de consensus, c'est que toutes les ressources qu'on a créées dans ce contexte-là sont libres de droit, sont sous licence Creative Commons, modifiables. La seule limite, c'est sans utilisation commerciale. Donc là, dans la diapositive suivante, on peut vous montrer une signature collective. Donc là, vous voyez, pour une capsule vidéo de 6 minutes, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont signé cette capsule. Mais aussi, on a associé toute l'équipe opérationnelle, puisqu'on était accompagné par un certain nombre d'ingénieurs pédagogiques, mais aussi des illustrateurs, dans la mesure où il fallait recréer toutes les images. Toutes ces ressources sont Creative Commons, donc il a fallu recréer toutes ces images-là, associées à des product owners, associées aux chefs de projet, associées à des médiatiseurs, voire des concepteurs disciplinaires. Donc, tout ce collectif signe la ressource, et c'est indispensable pour cette réutilisation et cette réappropriation par la communauté. D'ailleurs, cette diapo nous permet de voir l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ce projet. Donc c'est là pour le coup très très original, parce que c'est souvent les difficultés d'utilisation des ressources. À partir du moment où elles sont produites de façon mutualisée, elles font consensus et du coup elles sont utilisées comme ressources de référence par l'ensemble des partenaires. C'est ça, c'est-à-dire en fait, il faut que ces ressources soient adaptées à chaque collègue, à chaque établissement, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes maquettes. Donc généralement, les cours qui existent, on l'utilise en plus, mais rarement ces cours sont utilisés pour remplacer un de nos cours. La seule façon de réutiliser ces ressources, c'est qu'on participe à cette co-création pour que cette ressource nous convienne et soit adaptée à nos étudiants. Alors pour le coup, j'imagine que c'est en termes d'animation de ces conférences, c'est une coordination qui est assez sophistiquée. Oui, tout à fait. C'est une coordination nationale. C'est pas simple, c'est très chronophage. Les collègues se connaissent pas forcément. Donc il a fallu déjà faire un état de lieu pour voir ce qui existe, qu'est-ce qu'on pourrait partager et chercher un consensus. Donc ça, c'est assez chronophage. Mais une fois que ces consensus sont en place, c'est très riche de pouvoir échanger, discuter, coproduire avec tous les collègues et ces ressources de qualité. Et tout ça accompagné évidemment par cette équipe opérationnelle qui est fondamentale, notamment les ingénieurs pédagogiques, qui nous permet d'avoir un cahier des charges pour la production de ces ressources. Il fallait envisager aussi l'accessibilité numérique. Donc on a sensibilisé tous les collègues grâce à l'équipe opérationnelle. Donc ça, c'est un point, c'était une plus-value importante et un accompagnement dont on pouvait disposer et qui n'est pas possible à l'échelle d'un établissement. C'est la mutualisation qui nous a permis d'enrichir toute cette production. Alors Henri Benoît, ces ressources sont produites sous Creative Commons. Est-ce que c'est aujourd'hui utilisable par n'importe qui? Est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Oui, donc ça c'était un point important. Donc ça fait partie de notre mission de service public. Et tous les collègues ont été d'accord pour signer sous cette licence-là.
Donc, toutes les ressources sont disponibles sur notre site internet, licenceshift.fr. Mais il y a une particularité aussi, c'est que ces ressources sont modifiables. C'est-à-dire qu'on a donné sur notre site, on a mis à disposition sur notre site internet les MP4, bien entendu, tous les podcasts, mais aussi toutes les illustrations qui nous ont permis de créer ce podcast, le script, la bande son et les PowerPoint. C'est-à-dire que les enseignants peuvent se réapproprier la ressource et reconstruire. Donc, tout est en libre accès sur notre site internet. Très bien. Merci beaucoup, Henri Benoît. Alors, bon, nous sommes là face à finalement un objet pédagogique d'un genre nouveau, de formation. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident à déployer dans les établissements parce qu'on change vraiment de modèle, on change de paradigme, y compris au terme administratif. Mais qu'est-ce qui change dans le référentiel pour les étudiants et pour les enseignants ? Alors, il a fallu remettre à plat ce référentiel, donc c'est indiqué dans cette diapositive. Et notre référentiel est basé sur les ECTS. Alors, classiquement, dans les établissements, quand on construit des ressources numériques, on se base par rapport au nombre d'heures qu'on va transformer en numérique. Dans la mesure où nous, il n'y avait pas un nombre d'heures déterminé, eh bien, on est parti sur les ECTS. Notre unité élémentaire, ce sont les ECTS. Donc, sur la gauche, vous avez les charges étudiants. Donc, on sait qu'un ECTS, ça représente à peu près 25 heures de travail étudiant. Dans ces 25 heures, les étudiants vont avoir des cours magistraux, des travaux dirigés, des TP. Et en général, au niveau national, ça représente à peu près 9 heures de présentiel, dont à peu près 5 heures de CM, suivant la richesse de l'établissement. Dans ce contexte-là, nous, il a fallu borner les heures de visionnage. Et on a considéré que ces 5 heures de CM représentaient 3 heures de visionnage. Autrement dit, on allait créer des ressources plafonnées à 3 heures de visionnage par ECTS. Sachant que ces 3 heures de visionnage représentent en moyenne 9 heures de réappropriation de la ressource. À cela, il va falloir rajouter les TP, les TD et le travail personnel des étudiants. Donc, c'est fondamental de borner ces heures de visionnage parce que lorsque on fait des cours en présentiel, lorsqu'on fait un CM, on a prévu de faire 2 heures de CM. On ne va pas dépasser ces 2 heures de CM parce que ce n'est pas prévu dans l'emploi du temps. La difficulté avec le numérique, c'est qu'on a toujours la possibilité d'en rajouter à nos étudiants. Et on s'est fait piéger, notamment à l'université de Grenoble, où on avait tendance à rajouter du numérique parce que c'est non contrôlable. On peut rajouter autant qu'on veut de ressources pédagogiques numériques. Donc, c'est vraiment important de borner, de plafonner les heures de visionnage associées à chaque ECTS. Donc, ça, c'est la partie étudiante. 3 heures de visionnage associées au TP-TD. Donc, ça, on n'y touche pas, voire on essaie de les augmenter, plus le travail personnel. Concernant le référentiel enseignant, pour un ECTS, les 5 heures de CM sont valorisées à 7h30 équivalent TD. L'enseignant est rémunéré à 7h30 pour chaque ECTS créé sous forme de CM. À cela, sa rémunération est modifiée par les heures de TD qu'il va réaliser en plus les heures de TP. Dans le cadre de chiffres, il fallait modifier ce référentiel. Et on a considéré que pour la création de ressources équivalentes à ces 5 heures de CM, on pouvait financer entre 10 heures et 30 heures équivalent TD pour chaque collègue qui participe à la conférence de consensus. Donc ça, c'est un point important, et avec des missions différentes. Donc on a 3 types de missions, on a des concepteurs, on a des coordonnateurs, les personnes qui vont aller chercher le consensus. Donc on a 3 missions différentes et 3 rémunérations différentes. Mais ça, il s'agit, on va les financer une seule fois, c'est one shot. Et associé à ça, on aura toujours les heures de TD qui vont être réalisées dans les établissements en présentiel et les heures de TP réalisées en présentiel dans les établissements. Donc sur la diapositive suivante, on peut voir qu'on va assister à une transformation des services pédagogiques réalisés par l'enseignant. Effectivement, ces heures qu'on va payer qu'une seule fois, qui vont remplacer les CM, progressivement vont être remplacées dans les services des enseignants-chercheurs sous forme de tutorat, sous forme de TT.
Donc on a appelé ça le shift des services des enseignants-chercheurs. On n'est plus maître sur son estrade. L'idée, c'est qu'on transforme le service d'enseignants-chercheurs de CM vers le tutorat ou vers l'accompagnement des TP. Ça, c'est vraiment un changement de posture, c'est un changement de posture complète pour l'enseignant. Ça nécessite de mobiliser l'ensemble de ses compétences et de ses connaissances en tant que spécialiste disciplinaire pour la fabrication des ressources qui vont venir remplacer les cours magistraux. Mais ensuite, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'appropriation se fait aussi par l'accompagnement, par des pédagogies qui peuvent être plus actives, j'imagine. Et donc, il y a tout cet enrichissement lorsque vous parlez de haute intensité pédagogique. Qu'est-ce que vous entendez par la haute intensité pédagogique? Alors ça, on l'a intégré dans un modèle économique. En gros, l'intensité pédagogique, il y a un indicateur qui nous permet de mesurer ça, c'est les effectifs par groupe. Et là, l'idée, c'est de créer des petits groupes, maximum 8 à 10 étudiants par groupe, ce qui nous permet de s'élever dans cette taxonomie de Bloom, dans cette pyramide, pour concevoir des méthodes, s'élever dans cette à un niveau cognitif beaucoup plus élevé. D'accord. Et en termes qualitatifs, on pourrait imaginer que donc on améliore la qualité finalement de l'apprentissage. Absolument, le pari est là. C'est quel est l'impact de tous ces dispositifs sur la réussite de nos étudiants. Dans la mesure où on a du présentiel à haute intensité pédagogique, on fait plus de learning by doing, l'idée, c'est qu'on améliore cette réussite et on verra que ça aura des conséquences sur le modèle économique. Donc là, on est sur un modèle hybridé avec un socle commun intégralement à distance et ensuite des activités qui peuvent d'ailleurs se différencier en fonction des établissements. Oui, après, ce sont les établissements qui vont mettre en place leur maquette parce que chaque établissement va avoir sa propre maquette. Il faut faire attention, ce n'est pas une uniformisation des formations. C'est au contraire, ça permet une richesse des formations, mais en utilisant une bibliothèque numérique qu'on mutualise à l'échelle nationale. Mais on respecte les maquettes dans chaque établissement et l'évaluation, ce sont les établissements qui vont faire cette évaluation. Bon, je pense que là, c'est très très clair. Donc on est arrivé là donc, à finalement ce fameux socle commun avec une offre de ressources, une bibliothèque numérique de qualité qui fait consensus, des activités à haute intensité pédagogique qui sont choisies par les établissements en fonction du modèle, de ce qu'ils veulent développer. Par contre, tout cela va avoir un impact sur le fonctionnement habituel des formations, des établissements, en particulier au niveau des modèles administratifs. Alors, que peut-on dire sur ces points? Alors, il faut une approche systémique de ce projet Shift, parce que ça va impacter tous les métiers de l'université. Et il faut à tout prix qu'il y ait un alignement pédagogique, mais aussi politique et administratif. S'il y a une étape qui ne fonctionne pas, le projet ne peut pas être mis en œuvre. Donc, c'est ce qu'on a essayé de représenter sur cette figure-là, cette approche systémique où on peut voir au-dessus, il faut du tutorat adapté, mais en même temps, il faut que le système d'information fonctionne au sein de l'université, puisse intégrer toute la complexité de ce type de parcours. Il faut une ingénierie pédagogique adaptée. Donc là, l'idée, c'est de mutualiser cette ingénierie pédagogique. Et il faut que les conférences de consensus fonctionnent avec cette idée de shifter les services des enseignants-chercheurs et peut-être envisager un plan pluriannuel des services des enseignants-chercheurs. Mais pour que ça marche, il faut à tout prix vérifier par la recherche quel est l'impact de ce type de dispositif. Et donc là, l'idée, dans le cadre de Shift, c'est on a recruté un certain nombre de post-docs pour vérifier l'impact de ce type de dispositif sur la réussite, mais sur la réussite au sens large, pas uniquement la réussite académique, une réussite globale avec l'aide du Learning Analytics, enfin tous les dispositifs mis en place dans ce projet-là. Donc les résultats ne sont pas encore publiés, j'espère que prochainement on aura les résultats de ce type d'études. Mais il est fondamental de mesurer tout l'impact de ces projets sur la réussite étudiante. Donc actuellement, vous expliquiez que vous aviez des post-doctorants, donc des docteurs qui travaillent, des nouveaux docteurs qui travaillent
sur ces questions-là, des post-docs. Est-ce qu'il y aura des publications? Est-ce que vous allez faire une communication scientifique sur le sujet? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Alors oui, l'idée, c'est qu'on arrive à publier toutes ces données pour partager ces données, que ce soit en positif ou en négatif. C'est fondamental d'avoir ces informations-là. Et l'objectif, c'est quand même d'arriver à publier. Alors le problème, c'est que les délais sont très courts. C'est que là, ils ont travaillé pendant 1 an. On est en train de vérifier si les données sont suffisantes pour pouvoir publier. Mais en tout cas, la recherche va continuer, y compris après le projet Shift. Alors, vous avez certainement, j'imagine, rencontré des difficultés. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans le déploiement d'un tel dispositif? La plus grande difficulté, je dirais que c'est ce changement de paradigme qu'il faut expliquer à tous les acteurs de tous les établissements. Là, le projet regroupe 20 universités. Donc, il faut arriver à convaincre 20 établissements avec les services juridiques, avec les services de scolarité, avec les SI, les systèmes d'information. Et donc là, c'est assez chronophage parce que, voilà, il faut penser autrement. Il faut arriver à penser en dehors de notre boîte, en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est un changement qui est radical. Donc ça, c'est l'une des grandes difficultés. Une autre difficulté, c'est d'arriver à mobiliser les équipes pédagogiques, et notamment les enseignants. La plupart des enseignants qui ont participé à ces conférences de consensus le font au-delà de leur service. Pour arriver à voir tout le monde, toutes les réunions se produisaient au-delà, après 18 heures, après 19 heures. Donc, les collègues ont accepté de le faire, et je les en remercie. C'est un investissement qui est remarquable, mais terriblement chronophage, puisqu'on fait notre service plus ce projet Shift. Donc, on investit dans l'avenir, mais en attendant, il fallait faire les deux services possibles. Les autres aspects, c'est les systèmes d'information qui ne sont pas forcément adaptés à ce type de dispositif complètement personnalisé, complètement flexible, avec toute la problématique des contrats pédagogiques, avec la problématique, on dit, qu'est-ce qu'un étudiant? Que veut dire un étudiant qui réussit dans ce type de dispositif, sachant qu'il n'y a pas d'année, pas de semestre? Donc là aussi, c'est un changement de paradigme assez important pour pouvoir faire un suivi d'une cohorte. Moi, un étudiant qui est inscrit dans la licence Shift de Grenoble, j'ai du mal à savoir, je n'ai pas de tableau de bord adapté pour savoir où est-ce qu'il en est de son cursus. Dans la mesure, encore une fois, il n'y a pas d'année, pas de semestre. Donc, cet étudiant peut réaliser des UE de troisième, qu'on fait normalement en troisième année, mais je n'ai plus il me manque ce tableau de bord. Donc, les SI, les systèmes d'information, doivent s'adapter à ce type de dispositif personnalisé et flexible. Alors, une difficulté supplémentaire. Très bien. Alors, sur un tel projet, Henri Benoît, donc, vous êtes lauréat de cet AMI, donc j'imagine que même du point de vue du ministère, on attend de votre part des retours qui seront des retours. Vous êtes vous êtes préfigurateur, vous êtes un certain nombre d'universités préfiguratrices de ce que probablement l'accès à la formation sera de façon un peu plus généralisée demain. Donc vous aurez certainement à produire des réponses à l'ensemble de ces questionnements pour faire évoluer, vous parliez des systèmes d'information, de la scolarité, de l'administration, ce fameux changement de paradigme, mais ces aspects-là peuvent être, dans certains cas, bloquants. C'est ce que vous exprimiez aussi au travers de votre bilan sur les difficultés. Alors, si l'on veut aujourd'hui déployer des parcours flexibles dans les établissements, comment déployer Shift dans les établissements? Alors, on a proposé un modèle pour déployer progressivement ce type de projet. Donc, classiquement, là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est le parcours classique constitué de L1, L2, L3 avec 60 ECTS par année. Et ce que je propose aux établissements, c'est d'y aller progressivement et de repérer des publics empêchés. Donc, que ce soit des sportifs de haut niveau, de la formation tout au long de la vie, des publics incarcérés, et de proposer un groupe de 30 étudiants, de publics empêchés, quelles que soient les raisons de l'empêchement. Ce qui fait que économiquement, c'est viable, parce qu'on a créé un groupe complet, et proposer ce parcours flexible à ces 30 étudiants.
Donc, avec pas d'année, pas de semestre, et les étudiants vont capitaliser comme ça des pièces du PULS pour obtenir leurs 180 ECT. Et puis, progressivement, c'est de mutualiser ces pièces du PULS, un cours de biologie, un cours de biomécanique, et de le mutualiser avec un parcours classique qui va fonctionner en parallèle de notre parcours flexible, ce qui fait que progressivement, on mutualise toute l'ingénierie qui a été mise en place dans le cadre de Shift, mais à destination de nos étudiants classiques. Et ça nous permet comme ça de nous transformer progressivement sans avoir une rupture brutale, parce qu'effectivement, j'entends, c'est pas évident ce changement de posture et de formation. Et donc, ce sont les étudiants qui vont faire, les établissements qui vont faire ce choix et vont mettre le curseur là où ils souhaitent. Soit on dit, je vais mutualiser X%, 10% de la ressource Shift, jusqu'à 100% des ressources Shift. Donc là, ça restera le choix des établissements. Et ça permet comme ça de s'adapter progressivement à ce type de cursus. Henri Benoît, des établissements qui ne feraient pas partie du consortium actuellement qui travaille sur ce projet Shift, est-ce que des établissements qui ne feraient pas partie de ce groupe pourraient accéder à ces ressources, pourraient les utiliser? Comment est-ce que ça se passe? Complètement. C'est-à-dire que dans la mesure où cette bibliothèque nationale numérique est accessible à tous, y compris aux établissements, donc tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a créé, on n'a pas parlé aussi sur l'évaluation, on a créé des quiz à degré de certitude, on a créé pas mal de choses qui vont permettre à ces établissements de rendre leur formation flexible. Donc on met tout à disposition de tous les établissements et évidemment on est disponible pour les accompagner pour la mise en place de ces dispositifs. Alors, accessible à tous, oui. Voilà, donc j'imagine que des personnes qui souhaiteraient accéder au moins avoir des informations et qui envisageraient de déployer ce Shift dans son établissement vous contactent au travers du site. Vous avez un site aussi? Donc on a un site internet, licence-shift.fr, dans lequel se trouvent toutes nos ressources, toutes nos productions, donc disponibles pour tout le monde. Ça peut être accessible aussi à des universités francophones, étrangères? Il peut y avoir des partenariats internationaux? Oui, on est en train d'envisager des partenariats avec tous les pays francophones pour la mise à disposition de ces ressources, mais aussi pour les futures co-créations, parce que là, j'espère qu'on va atteindre le projet suivant, Shift 2, pour agrandir le périmètre et travailler notamment avec les pays francophones et les pays africains. On est en train de voir une coproduction possible. Alors Henri Benoît, je pense que je vous avez dressé un panorama extrêmement clair de ce que peut être cette approche Shift, innovante, flexible, accessible à tous, à tout moment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette séquence, cette émission? Ce type de projet, c'était un peu l'objectif de départ, c'est de rendre l'université plus inclusive. Et ça permet à tous ces publics empêchés qui ne pouvaient pas réaliser leurs rêves, leurs études, parce qu'ils étaient contraints. Et là, on leur permet, grâce à ces licences flexibles, d'intégrer l'université et de continuer leur poursuite d'études grâce à ces parcours flexibles. Donc ça permet de rendre l'université plus inclusive. Merci beaucoup Henri Benoît, je pense que c'est un point important, cette inclusivité, cette possibilité d'accéder à la formation quelle que soit sa situation. Vous parlez de public empêché, ça peut être des sportifs de haut niveau, des personnes qui sont pas en mesure de se déplacer sur des campus, de la formation tout au long de la vie bien évidemment. Donc merci en tous les cas, merci pour cette présentation, bravo parce que c'est un beau projet d'innovation. Et puis rendez-vous pour une prochaine émission où nous aborderons les modèles économiques et au-delà. Merci Henri Benoît. Merci à vous. Bonne journée.